Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Tiens, je peux vous faire chanter Philippe David, dans le bon sens du terme. Bien, parce que j'ai rien à dévoiler sur vous, malheureusement. Oh bon, sinon, ça serait fait depuis longtemps. Que j'ai grossi ou... Non, bah voilà. Oh bah c'est ce que m'a dit Bruno Pomar. Oui, je le dis hors antenne, malheureusement. Mais il faut dire les choses toujours aux amis, c'est important. Vous avez dit à Philippe David, en arrivant, qu'il avait grossi ? C'est ce que j'ai constaté, mais en même temps, est-ce que je mens ou pas, ou est-ce qu'il ment, ne jamais croire un constat de police. Alors que lui a dit que vous aviez une très belle veste. Oui, elle est belle, ma veste. Avec nous, vous l'avez entendu, Bruno Pomar, qui visiblement dit toujours la vérité. Philippe Bilger. Vous dites la vérité, Philippe Bilger ? Toujours, et ça m'a créé beaucoup d'ennuis. Ouais, Chez les magistrats, c'est pas évident. Ouais, c'est pas facile. En dehors de la vie, j'aime bien dire la vérité. Ouais. Et j'ai toujours l'illusion qu'on la souhaite, et je me suis brouillé avec beaucoup de gens à cause de ça. Voilà, il reste que nous. Ce qui fait pas grand monde. Mais c'est indéfectible. Le meilleur. Allez, soyez les bienvenus tout de suite, le grand débat. Donc nous allons mobiliser beaucoup de forces, gendarmes, policiers. 80 000, ils auront une consigne très claire, c'est la fermeté. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les fondra. Les vraies voix Sud Radio. Et donc nous sommes à l'aube de cette nouvelle mobilisation qui s'annonce très suivie. Le ministre de l'Intérieur anticipe la présence entre 5 000 et 10 000 casseurs, Philippe. Alors parlons vrai. À notre question sur Twitter, craignez-vous que la violence étouffe l'objet de la mobilisation ? Vous dites désormais oui à 81%. Vous voulez réagir ? Vous pensez que la casse, ça fait oublier les revendications des manifestants ou pas ? On attend vos avis. C'est le 0826 300 300 et c'est Aude, avec son sourire et sa voix douce, qui prendra vos appels. Il va vous apaiser, Aude. Ce qui n'est pas le cas demain. Philippe Bilger, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus mouvementé ? Sûrement, même si récemment on pensait que la France serait bloquée, elle ne l'a pas été, mais c'est sûr que le pronostic du ministre de l'Intérieur fait froid dans le dos civique, si j'ose dire. En même temps, les négociations que mène le Premier ministre apparemment avec les oppositions n'ont pas beaucoup d'effet. Et donc, on peut craindre d'abord que la lutte syndicale, surtout avec l'ampleur qu'elle aura, d'une certaine manière apparaisse nécessaire, mais il est clair qu'elle sera reléguée parce que, comme d'habitude, la manifestation, malgré le service d'ordre syndical qui, en général, est performant, sera complètement dégradée par des violences et les commerçants, notamment, seront victimes. Alors moi je crois qu'il y a une chose quand même dont il faut être conscient, c'est que les lois contre les casseurs ne sont pas assez dures. Je vais prendre un exemple. Il y avait une loi qui disait que les casseurs condamnés devraient aller signer au poste de police pendant les manifestations. C'est ce qu'on fait pour les hooligans de football. Quand ils sont pris pour des bagarres, on leur dit « Monsieur, vous pouvez plus mettre les pieds au stade ». À l'heure du match, vous êtes au commissariat et vous signez. Comme ça, vous... Attendez, je termine. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui a dit que c'était pas bien parce qu'un stade, c'est un lieu privé et qu'une manifestation, c'est un lieu public. Et on ne peut pas empêcher les gens de manifester. On ne peut pas empêcher les gens de manifester, mais on peut empêcher, à mon avis, les casseurs de récidiver, n'en déplaise au Conseil constitutionnel. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mon cher Philippe, parce que... C'est que vous vous trompez. Vous vous trompez. Non, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est vous qui êtes dans l'erreur. D'accord, ça peut durer des jours. Toujours. Non, pourquoi je vous dis ça ? Parce que les stades et ce qui a été fait pour les hooligans, c'était, je dirais, plus simple, puisque un stade, c'est par nature fermé et on peut contrôler. Manifestation, on ne peut pas contrôler. Donc on peut envoyer des mecs signer tout ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Et je pense encore une fois qu'il faudrait qu'on réfléchisse à nouveau sur la fameuse loi anti-casseurs. Bien sûr. Dans les années 70, ça a été fait. Mais il y a une deuxième de 70. Qui se sont fait retoquer par le Conseil constitutionnel. On change un peu de sujet là, puisqu'on revient à notre sujet. Est-ce que, moi c'est la question que je voulais vous poser, Bruno Pomar, entre 5 000 et 10 000 casseurs, est-ce que Bruno Retailleau ne va pas un petit peu fort ? Est-ce qu'il n'en rajoute pas un peu pour faire peur ? Est-ce que là on peut le croire sur ces chiffres ? Non, c'est pas le moment de faire peur. Et le ministre de l'Intérieur n'est pas là pour ça, pas plus que Laurent Nunez, qui est quand même très inquiet. Mais non, encore une fois, je pense que la Direction nationale du renseignement territorial
fait un gros boulot en amont, effectivement, pour sentir un petit peu les mouvances et tout ce qui pourrait arriver sur cette manifestation. Mais on est malheureusement habitué à ça. La seule différence, c'est par rapport aux 10... Donc si on connaît le nombre à peu près, donc ça veut dire qu'on peut anticiper et les empêcher de venir. Tu peux pas anticiper comment? On peut pas les mettre en prison. Il faut une infraction caractérisée, un matériel moral et légal. Bon, on peut pas mettre les mecs comme ça en prison, c'est pas possible. Dans d'autres pays, on peut le faire. Souvenez-vous, pendant les Gilets jaunes, ils avaient récupéré des marteaux, des boules de pétanque, etc. Vous savez, les stratégies sont vachement au point. Hein. On planque le matériel avant, on arrive au dernier moment. Ils savent très bien faire. Non, je pense que, encore une fois, le fait qu'on ait 5000 casseurs qui soient capables d'être présents, ça peut être, je dirais, tenu, et Philippe Bilger l'a dit à l'instant, parce que c'est organisé cette fois-ci. La dernière fois, il faut rappeler qu'il y avait des manifestations organisées et des mouvements non organisés qui ont foutu le bordel. Bon, là, on a affaire à des manifestations qui sont structurées, organisées, avec les syndicats de police. Les syndicats de salariés, UNSA, etc., CGT. Et ça, dans le cadre de ces organisations, ils ont des services d'ordre qui sont là pour ça. Donc, on peut penser qu'on va arriver à amortir l'effet. Après, on a toutes les unités spécialisées qui seront là. Les Black Blocs, vraisemblablement, le ministre de l'Intérieur mettra en œuvre la même stratégie qui a marché lors de le prétendu blocage total de la France, en empêchant les rassemblements. Mais c'est très dur. Il y aura forcément des dégradations et des violences. Et d'ailleurs, le plus triste, c'est qu'au fond, on sait aujourd'hui que n'importe quel événement, ma chère Cécile, festif, civique ou autre, va être accompagné par des violences. Alors, ce qui peut quand même remonter un peu le moral sur les risques de casse, c'est que ce coup-là, contrairement à mercredi dernier, il y aura les services d'ordre des syndicats, et que théoriquement, le service d'ordre de la CGT avait ça a un peu baissé, une réputation d'être intransigeant et d'empêcher tous les casseurs de passer. C'est plus le cas depuis quelques années, mais on se dit qu'avec les services d'ordre des syndicats, ça devrait quand même un peu améliorer les choses. Pour rappel, moi j'ai participé avec l'UNSA Police, je me rappelle il y a très longtemps, je faisais partie des services d'ordre avec tout un tas de copains policiers, etc. Je peux vous assurer que ça bronchait pas. Dès qu'on voyait quelqu'un qui tentait de rentrer dans la manif pour mettre le bazar, bim, il prenait sur la couenne. Et à côté de ça... c'est une façon de parler, c'est une façon de parler. Sud Radio, parlons vrai. Oui, parlons vrai. Non, mais c'est une façon de parler. Mais à côté de ça, c'est là où c'est important, ces services d'ordre, parce que les policiers sont là pour maintenir l'ordre, pas pour le rétablir. Ce sont les unités spécialisées. Et le maintien de l'ordre est fait par les policiers qui protègent évidemment l'ensemble du cortège, mais après vous avez un deuxième rideau. Donc c'est le travail. C'est-à-dire que c'est pas du tout venant du policier, c'est du vrai maintien de l'ordre du policier. Du maintien de l'ordre. Ensuite, deuxième niveau, c'est le rétablissement de l'ordre quand on a les Black Blocs qui foutent le bazar. Et là, depuis l'avènement des Gilets jaunes, etc., Cazeneuve en premier, Darmanin après, on a mis en place ces fameuses BRAV, les brigades de répression d'action violente, on a mis les compagnies d'intervention de la DOPC, on a mis les fameuses CRS ultra rapides, la 8, 81, 82, 83, 84, qui sont réparties sur le territoire et qui sont des unités spécialisées et qui fonctionnent comme les Black Blocs en fait. C'est-à-dire des petits groupes de policiers très mobiles et qui vont au carton pour sortir les Black Blocs des manifestations. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ce qui est étonnant, et je m'adresse à vous tous, est-ce que je ne comprends pas que ceux qui défilent aujourd'hui ne se montent pas contre ces Black Blocs? C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ces gens qui ont besoin de se faire entendre, il n'y a pas de revendication de dire laissez-nous manifester en fait. Mais vous avez raison Cécile, et je crois d'ailleurs que ça révèle l'ambiguïté de toutes ces manifestations. Bien sûr, je suis persuadé que les syndicats, par exemple la CFDT, est certainement très hostile à ce qui se passera lors de ces... Mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas une sorte de plaisir pervers à voir détruit ce qu'ils appellent l'État et l'autorité de l'État. Tous les syndicats ne sont pas parfaitement purs dans l'opinion qu'ils portent. C'est un peu dur, Philippe, là-dessus, quand même. Non, mais là, je pense qu'il y a une volonté des syndicats de pas le chaos. Sur certains, bien sûr. Non, mais excusez-moi, pour certains syndicats,
cas, je ne citerai pas de nom, il y a quand même une chose à regarder en face, c'est que pour certains, ils veulent rompre avec le capitalisme et que le boulanger qui brûle, c'est pas grave parce que c'est un capitaliste, alors qu'on va quand même pas les comparer au patron du CAC 40. Sinon, Cécile, vous avez raison, Cécile, ils protesteraient avec vigueur parce que ça dénature complètement leur cause et ils ne le font pas. Non, je pense que surtout, ils restent en réserve parce qu'on voit le niveau de violence que sont capables ces gens-là. C'est ça le problème. Donc, je pense qu'ils sont plus en retrait qu'autre chose. Allez, vous restez avec nous, 0826 300 300. Dans un instant, on n'y croit pas, Jean, de François-Louis Bourneau qui est avec nous. Absolument. Bonjour Cécile. On n'y croit pas. Et la question, c'est même, y a-t-il un contrôleur dans la tour de contrôle? Ah oui. Visiblement non, puisque un avion est quand même resté pendant 1 heure au-dessus de l'aéroport. Pas de son, pas d'image, mais on vous dit tout dans un instant. Allez, dans un instant. En attendant, 0826 300 300, si vous voulez répondre à cette question, craignez-vous que la violence étouffe l'objet de la mobilisation, Philippe? Et c'est toujours très très largement majoritaire sur Twitter, puisque vous êtes encore 81% à dire oui. Et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Ça ricane dans le studio, 0826 300 300 si vous voulez assister à cette émission en tout cas, ou débattre avec nos vraies voix du jour. Philippe David bien entendu, comme d'habitude, Philippe Bilger aussi, et Bruno Pomar. Bruno Pomar qui maintenant est une star puisqu'on l'embrasse dans la rue, j'ai envie de dire. On me demande des photos des fois. On vous demande des photos. C'est le problème de l'ego surdimensionné. On vous demande des photos de qui en fait? De moi. Ah bon, Allez, personne ne vous demande de vous les mettre des menottes? Allez, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir avec cette question. Craignez-vous que la violence étouffe l'objet de la mobilisation? Vous dites oui en majorité. Et Sophie est avec nous au 0826 300 300 de Béziers. Pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Il faudra un peu attendre, ma chère Sophie. Je sais que c'est à côté du Cap d'Agde, mais... Ça fait longtemps. Mon Dieu. Là, excusez-moi, je pouvais pas la laisser passer. Voilà. Pardon, Sophie, excusez-moi. Oui. C'est vrai, trêve de plaisanterie. Donc, je ne suis pas de Béziers, bien qu'on s'y fasse baiser là-bas aussi, mais je suis de Saint-Paul-de-Thomières. D'accord. Donc, tout était faux. Voilà, c'est bien. Sophie, vous nous appelez sur cette mobilisation de demain. D'abord, est-ce que vous allez y aller? Oui. D'accord. Je vais y aller comme la semaine dernière. Donc voilà, je tenais à intervenir parce que je trouve des propos un petit peu qui me choquent autour de votre table, parce qu'on a l'impression que les gens qui manifestent, alors vous allez me dire non, c'est pas de ça qu'on parle, mais sur le sujet vous ne parlez que des gens qui cassent. C'est vrai. Donc là, il faut aussi dire que les gens qui vont manifester, et ça depuis quand même 2017, moi je suis des manifestations pour les retraites. Bon, chez nous, personne ne casse. D'ailleurs, la semaine dernière, je vais même vous dire, on a été à la botte des ordres de monsieur Rotaillot, c'est-à-dire que la gendarmerie de Saint-Paul-de-Thomières n'a pas voulu qu'on défile dans les rues comme nous avions l'habitude de faire, mais nous avons eu le droit de tourner, de traverser les passages cloutés. Bon, ça frisait le ridicule. Hein. Je vais vous dire, moi, j'ai pas traversé. On comprend. Parce que là, bonjour la manipulation. Voilà. Donc, Sophie, pardon, c'était l'objet de notre question. Hein. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que vous craignez que la violence étouffe finalement l'objet de la mobilisation? C'est toujours le cas. Écoutez, ça me fait penser comme les reportages quand les journalistes arrivent à aller parler avec les narcotrafiquants en les filmant et que la police ne les trouve jamais. Donc, écoutez, depuis le temps quand même, ils doivent avoir des fichiers qui sont assez précis pour savoir qui casse. Demain, dans les rues, ils seront des gens qui ont des problèmes pour finir la fin du mois, des entreprises qui n'arrivent plus à payer les salariés. Mais vous vous rendez compte ce qui se passe dans ce pays? On le vit comme vous, hein, Sophie. Voilà. Alors, il y a une chose aussi que je tenais à dire, c'est que dans ce pays, on a l'impression que si on n'a pas une idée politique, on n'a même plus le droit de respirer, ni d'afficher notre mécontentement. Donc ça aussi, il va falloir peut-être trouver il y a des mouvements qui se créent, des familles, qui ont besoin qu'on soit soutenu par les journalistes et pas enfoncé par les journalistes. Vous avez bien raison. Sophie, j'ai juste une
question à vous poser sur vous, pardon Philippe Bilger. Oui, est-ce que vous êtes commerçante? Est-ce que qu'est-ce qui je suis artisan. Ah, vous êtes artisan, d'accord. Ok, très bien. Ouais. Philippe Bilger, vous vouliez poser une question. Sophie, comment voyez-vous en permanence cette dégradation des causes syndicales par des voyous, des violents qui dénaturent complètement votre combat? C'est tout de même un souci, non? Mais Monsieur Bilger, nous on va qualifier des gens d'extrême gauche parce qu'ils sont affiliés à LFI. Alors on n'entend parler que de STAC, c'est les extrêmes gauches. Mais nous, on a des gens qui sont, ils ont le droit d'être à LFI, ça leur fait plaisir. Bien sûr, je vais marcher à côté d'eux, ça me gêne pas. C'est des gens qui ont des fois une vraie sensibilité aux problèmes des autres et notamment pour nommer personne. Faut que vous alliez voir à Saint-Pont-de-Thomière. C'est un résistant, Monsieur Pierre Blondeau. Voilà, lui il lutte, c'est un LFI, mais il lutte. C'est chez lui qu'on va chercher le secours populaire. Il est écrivain public. Sophie, vous êtes là? On vous a perdu, Sophie. Sophie, est-ce que vous êtes là? En général, quand vous allumez la télé, c'est que du noir. Donc il y a des gens extrêmement bien dans ce pays. Et demain, ils seront dans la rue parce qu'ils en ont marre. Voilà. Ça, on comprend. On peut comprendre la colère de Sophie et surtout des artisans. Mais est-ce que vous espérez quelque chose des manifestations de demain? Vous pensez que... Parce que déjà, il n'y a pas de gouvernement, donc c'est difficile que le gouvernement fasse quelque chose. Hein, en 20 secondes. La casse, c'est pas le peuple qui a fait la casse. C'est 40 ans de ces gouvernements successifs. Tout le monde le sait. On dit stop. Là, aujourd'hui, on vient de nous sortir que les ministres allaient perdre leurs avantages. Mais comment ce n'est pas fait depuis plus longtemps? Oui, ça, pour le coup, vous avez raison. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est dingue. Sophie, merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. Si vous êtes toujours là, parce que je ne sais pas si vous nous entendez, Sophie. Oui. Sophie, vous êtes là. On vous remercie, en tout cas, de nous avoir appelés, parce que c'est important pour nous de vous donner la parole, parce que nous, on parle entre nous, mais l'intérêt, c'est d'avoir aussi les territoires, ceux qui travaillent et ceux qui vivent aussi la même chose, qui seront là demain. Alors, soyez sympa avec les manifestants. Nous, on est très sympa avec les manifestants. Voilà. Vous avez vu, on vous a laissé beaucoup de temps pour parler. Vous dire, j'espère qu'autour de cette table, vous vous rappelez qu'en 1936, et si vous avez des vacances, chacun d'entre vous, là, il y a des gens qui ont saigné pour les avoir. Et les acquis sociaux, avant nous, il y a des gens qui ont cassé. Alors, on ne veut pas en arriver là, mais que maintenant, les choses soient posées pour avoir une vie décente pour tous. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas, de nous avoir appelé au 08 126 300 300. Comme Sophie, bien entendu, vous êtes là chez vous, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Allez, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et un contrôleur aérien s'endort à Ajaccio, un avion contraint de rester dans les airs. Oui, un véritable moment de flottement pour les passagers d'un vol Air Corsica ce lundi. Alors que l'avion se rapproche doucement d'Ajaccio, l'équipage constate que la piste n'est pas éclairée. Après plusieurs appels à la tour de contrôle, il découvre finalement que l'unique contrôleur présent s'était endormi, il était complètement endormi. Gérard Felzer, président d'Aviation Sans Frontières, rassurez-nous, ce genre d'incident reste rare. Oui, en fait, moi, ça m'est arrivé justement à Ajaccio il y a plusieurs dizaines d'années, donc il y a prescription. Quoi, c'est vous qui dormiez? Non, moi, il vaut mieux dormir dans la tour de contrôle que de dormir dans le cockpit. Oui, c'est sûr, je vous confirme. Enfin, dans le cockpit, vous êtes deux. Ouais. Oui, on est deux, mais enfin, c'est arrivé qu'on s'endorme tous les deux quand même. Hein. Ah bon? Mais il n'y a pas une doublette dans les tours de contrôle quand même? Normalement, ils sont deux. Ça, c'est la réglementation. Ah, bah oui. Maintenant, il va falloir. Alors, il y en a un qui veille, qui va se reposer pendant que l'autre est à l'écoute. Là, les deux dormaient, quoi. Ouais, mais voilà, sans réponse, il n'y a pas une alarme qui se déclenche ou non? Ah ben, à moins de tirer dedans, je vois pas trop. Alors, ils ont quand même contacté les pompiers qui ont une veille en disant, va monter à la tour pour savoir ce qui se passe. Eh bien, voilà, ils ont découvert que effectivement, ça ronflait pas mal. Ah oui. Maintenant, encore une fois, c'est un problème de ressources humaines, de management, parce qu'il va y avoir débat derrière. Oui, bien les sûr. contrôleurs vont sûrement dire on n'est pas assez nombreux, et puis l'aviation civile va dire oui, mais il faut respecter les réglementations. Enfin voilà quoi. J'ai cru comprendre qu'on pouvait s'en passer lorsqu'un contrôleur était assoupi ou n'était pas joignable. J'ai cru lire qu'on pouvait se passer techniquement de son intervention. C'est vrai ou pas?
Alors, quand il s'agit de transport aérien, qui sont titulaires d'un certificat de transport aérien, ça n'est pas autorisé, sauf cas majeur. Alors, le cas majeur, est-ce que c'est un cas majeur? La piste étant pas éclairée, on peut pas se poser, quoi. Alors, moi, comment ça m'est arrivé, j'étais pilote à l'aéropostale, donc on se posait à 2h du matin, donc les gars se sont endormis. Donc, on s'est posé piste éteinte, il n'y avait pas de passagers, donc on pouvait le faire. Et puis, le lendemain, on revenait à Ajaccio et je leur ai amené un réveil. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Hein. Non, mais c'est quand même fou quand même, parce que ce métier de contrôleur aérien qui est nécessaire évidemment, ils sont toujours à faire des grèves, alors que c'est des gens quand même qui gagnent très bien leur vie, Gérard Felzer. Après, on tombe. Oui, c'est vrai que c'est comme les pilotes de ligne. Hein, ce sont plutôt des hauts revenus. Oui, ça interroge quand même. Il y en a toujours des râleurs qui vont dire c'était mieux avant. Ouais. Mais bon, ça reste encore un beau métier. Bien sûr, et un absolument. métier passionné, qui sont passionnés, les contrôleurs. Merci beaucoup, Gérald Felzer, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président d'Aviation Sans Frontières. Et heureusement, tout est bien qui finit bien. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix, Philippe Bilger. La peine de mort va être requise contre l'assassin de Kirk. Oui. De Philippe David. Doit-on remettre en liberté un tueur-violeur qui a refusé toute thérapie pendant son incarcération? Et Bruno Vaste Pomar. programme. Tout est possible dans ce pays. J'accuse les filles de propager une haine anti-flic. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin. Allez, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Philippe David qui fait des blagues pourries hors antenne. Non, c'est Patrick Roger qui les a faites. Qui Patrick Roger, oui, directeur général de cette Il a fait une blague pire que moi. Ah bon? Oh non, je le dirai pas. Bah non. Mais lui, il la répète pas. Bah moi non plus. Allez, autour de cette table, Bruno Pomar qui est avec nous et puis Philippe Bilger. Et vous savez que vous pouvez, comme Sophie, il y a quelques instants, donner votre avis au 0826 300 300 et on sera ravis de vous accueillir. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Eh ben, tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas si vous nous avez reconnu. Le tour de table de l'actualité. En tout cas, nous, on les a reconnus. Allez, Philippe Bilger, la peine de mort sera requise contre Tyler Robinson. Oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette réquisition... Et le tueur de l'influenceur américain. Qui est annoncé, c'est le fait qu'il indique qu'il requerra la peine de mort à cause des preuves, en raison des preuves disponibles et des circonstances et de la nature du crime. J'attire votre attention sur le caractère très original de cette pratique américaine par rapport à la pratique française, même si bien sûr en France, un assassinat pareil serait probablement puni aussi par la réclusion à perpétuité. Mais on introduirait un paramètre qu'apparemment la justice américaine exclut, c'est-à-dire la personnalisation et la psychologie de celui qui a commis le crime. Et je trouve que c'est un très bon système parce qu'en réalité, ça évite le sentiment que le citoyen a très souvent d'un deux poids deux mesures. À partir de faits absolument similaires, il y a parfois des distorsions de peine considérables. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'aux États-Unis, on a déjà la peine qui est demandée une semaine après l'assassinat. Quand même. Il l'annonce. Il l'annonce. Alors qu'en France, les procès, c'est 2, 3, 4 ans après. Ça prouve quand même qu'il y a un gros problème de justice en France. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Aux États-Unis, on peut pas dire que la justice n'est pas réactive. Ça, c'est quand même une certitude. Alors là, on est dans un événement exceptionnel, extraordinaire. Mais ça marche dans beaucoup d'événements, aux États-Unis. Hein. Vous avez vu même chose pour celui qui a tué la jeune femme ukrainienne dans un tram. Ils ont dit également que la peine de mort était requise. Et c'était pas dans le même état. Il y a l'indépendance des juges. En fait, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu l'École nationale de la magistrature en France, je parle, de ce qui se passe en France sur la sanction, évidemment, parce qu'on a les lois existent. On le voit dans tous les domaines. Elles existent. 5 ans, 7 ans. Là, on le voit avec ce qui s'est passé avec les policiers.
Et on attend effectivement qu'il y ait des décisions de justice rapides, parce que c'est ce qu'attendent les Français. Mais souvent, encore une fois, les peines ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Donc c'est le juge qui décide, qui décide de mettre telle ou telle peine. Et le problème, c'est que la sanction n'a plus valeur d'exemple du tout dans notre pays. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Philippe David, sur la libération imminente du principal suspect dans la disparition de la petite fillette Madi. McCann, oui, c'était au Portugal en 2007. Alors, il y a un suspect qui est allemand, qui a été incarcéré en Allemagne pour un meurtre précédé d'un viol au Portugal en 2005. Madi McCann a disparu en 2007 et il va être libéré très probablement, et les experts psychiatres disent, je cite, et même le procureur, de nouvelles agressions sexuelles sont à attendre. Il n'a suivi aucune thérapie en prison et dès lors nous devons partir du principe qu'il va récidiver. Alors, ils envisagent de lui mettre un bracelet électronique. Et moi, je me pose la question quand même, peut-on remettre quelqu'un qui a tué, qui a violé et qui a refusé toute thérapie en prison? Moi, je pense que ça devrait être une circonstance qui prolonge la peine ad vitam aeternam s'il le faut, parce que je tiens à dire, alors c'est en Allemagne, c'est pas en France, que le principe de précaution qu'on fait sur les noisettes avec la loi Duplon, là c'est le Conseil constitutionnel qui a dit il faut se protéger des noisettes traitées à l'acétamipride. Moi je pense que quand quelqu'un, un expert psychiatre dit il va récidiver et qu'il a refusé toute thérapie, je pense que sa place est derrière les barreaux et en aucun cas en liberté, parce que imaginons qu'il récidive quelques jours après. Derrière les barreaux, dans un hôpital psychiatrique. Non, pas en liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Et la justice s'appuie sur les psychiatres, sur les spécialistes, c'est là où ça pose problème. Non, mais là, il y a des psychiatres qui ont libéré des gens en disant non, mais il est plus du tout dangereux, ils ont récidivé. Voilà. Là, les psychiatres disent il est particulièrement dangereux. Ça pose quand même question. Mais en France aussi, on a ce type de... Et parfois, on ne les écoute pas, les rares psychiatres qui voient juste... Qui alertent. Pour l'assassinat d'Agnès Hilleray, oui. Eh bien, le psychiatre avait dit il est certain qu'il va renouveler la chose, le crime, et il n'a pas été suivi. Mais ça pose quand même la responsabilité de ceux qui remettent la personne en liberté, à mon avis. On ne juge pas les juges. Oui. C'est pour ça que certains demandaient à ce que les juges puissent effectivement être indépendants, mais qu'ils aient une responsabilité. Il y en a une, ma chère Cécile, mais évidemment pas pour la pratique judiciaire elle-même, parce qu'on pense aux voies de recours. L'inspection générale de la justice, c'est ce que tu veux dire, non? Il y a le CSM, éventuellement. Oui. Alors, on se demande à quoi ça sert, tout ça, en fait. Allez, puisque vous avez la parole, Bruno Pomar, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit « J'accuse LFI de propager une haine anti-flic ». On monte encore d'un cran, parce que le ministre de l'Intérieur qui déclare ça, quelque part, malheureusement, il a raison, quoi. On le voit depuis que la France insoumise est arrivée, entre guillemets, au pouvoir législatif, etc., sous la bannière de M. Mélenchon, qui est le gourou suprême, et qui se permet tout. Et effectivement, ça fait peur d'avoir une haine aussi... c'est inscrit dans leur ADN, carrément. On le voit bien, dans les déclarations qu'ils font dans les médias, chez vous, à la télé, partout. On sent qu'il y a la haine du flic, c'est la police tue, la police viole même, j'ai entendu, la police est raciste, enfin bref, on a toujours ce... Et quand on sait les problèmes de sécurité qu'on a dans ce pays et l'irrespect qu'on a de la fonction du policier même, de cette institution, il ne faut pas s'étonner. Je veux dire, c'est encouragé, encore une fois, par ces élus d'extrême gauche qui font un mal terrible à notre démocratie et qui font un mal terrible à nos 153 000 policiers, à nos 100 000 gendarmes, à nos 28 000 policiers municipaux qui font un travail formidable pour sécuriser notre pays et qui en prennent plein la figure toute la journée, des milliers de blessés. On n'a jamais vu ça. Moi, je suis rentré en 81 de la police. Enfin, j'ai fait 36 ans. Que police ou gendarmerie, c'est pas. Oui, pareil. Je suis rentré dans cette... Mais on n'avait pas autant de policiers qui étaient malmenés comme on le voit maintenant. On était respectés. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'à un moment donné, ça va. D'ailleurs, ça a déjà craqué, on le voit bien. Hein. Là, demain, ils vont se régaler parce que la manif, il va y avoir évidemment les interventions de la police. Vous savez, ils ont des captateurs d'images dans les manifs, les Black Blocs, qui sont un peu les affidés, les ambassadeurs dans les manifs de la France Insoumise, pour moi. Hein. Ils vont capter des images, et puis ils vont nous ressortir ça sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, la police est violente ». Et on va retrouver les Léaumont, les Portes et toute la clique sur les plateaux télé, dire la police tape les manifestants. C'est un jeu pervers, et ils savent le jouer malheureusement, hein, et on voit le résultat. Donc il a raison de dire que LFI propage la haine dans ce pays, c'est clair. Avec heureusement, grâce à Bruno Retailleau, à des poursuites systématiques à chaque fois que la police, lorsque
où la police tue. Léaumont, vous avez raison. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, ça crée un climat et c'est qualifiable pénalement. Et donc, avec lui, lorsque c'est qualifiable, il poursuit. Non, mais quand on voit l'inversion accusatoire, le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions, il y a les voyous qui cassent tout, parce que j'appelle ça des voyous, c'est absolument pas des supporters de football, que ce soit très clair, qui cassent tout sur les Champs-Élysées. Évidemment, les forces de l'ordre interviennent, et il y avait Antoine Léaumont qui dit, sur les réseaux sociaux, Twitter en particulier... je me suis fait gazer. Retailleau casse la fête de la victoire du Paris Saint-Germain. Non, Retailleau, il cassait pas la fête, c'était les casseurs qui cassaient les vitrines, les voitures et tutti quanti. Donc n'inversons pas l'accusation. Et ce jour-là, d'ailleurs, moi j'étais sur un plateau de télé avec lui, il affirmait en disant, mais je lui ai demandé, est-ce que vous êtes un spécialiste du maintien de l'ordre? Parce qu'à ce moment-là, il faut que vous deveniez ministre de l'Intérieur. Et il a dit, oui, je me suis fait gazer, on a fait un entonnoir, on a empêché les gens de passer. Mais vous êtes un spécialiste du maintien de l'ordre, monsieur le député? Moi, je vais vous dire, je me suis fait gazer le soir de la victoire en Coupe du Monde, après avoir fait 6 heures de direct sur Sud Radio en 2018. En arrivant au rond-point des Champs-Élysées, j'ai été gazé comme tout le monde parce que les voyous cassaient tout. Et oui. Enfin, au rond-point de l'Arc de Triomphe. Et que nous, on venait faire la fête parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde et on s'est fait gazer. On a dispersé. Voilà. Oui. Malheureusement, tout le monde morfle. Merci, allez, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, François Libourneau. Pimki, l'enseigne de prêt-à-porter Made in France au plus mal, s'associe à la plateforme Shein. L'industrie française de la mode vend debout. On en parle dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et je vais donner l'heure, il est 18h43, c'est toujours important. Bah oui, vous avez un train à 18h45 et vous êtes à 10 km, c'est mort, par exemple. C'est cuit, c'est fini, ça sert à rien. Non mais c'est important de le dire, parce que voilà. Oui, je partage. J'aime bien. C'est la nouvelle presque la plus absolument. Non, mais c'est essentiel même. Merci, je vous remercie. Autour de cette table, bien sûr, Philippe David, Philippe Bilger et Bruno Pomar. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et l'info en plus, la marque française Pimki, que tout le monde connaît, en difficulté depuis plusieurs années, sera bientôt disponible sur la plateforme chinoise Shein. Un choix stratégique pour relancer ses ventes, mais qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir du prêt-à-porter européen, face notamment à la fast fashion. Et on est avec Yann Riviola, qui est avec nous, président de la Fédération française de prêt-à-porter. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on a vu cette information tomber, forcément, on a pensé à l'industrie du prêt-à-porter français. J'imagine que votre réaction est extrêmement appuyée, si je puis dire. Bon, c'est très simple. Ce que vient de faire le propriétaire de Pimki est une honte. Une honte à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'il a touché 130 millions de la part de l'association familiale de Mulliez, l'AFM, pour relancer Pimki. Donc on a une société qui certes allait mal il y a plus de 2 ans, mais lui il a récupéré tout cet argent, cette dizaine voire centaine de millions pour développer la marque. Deuxièmement, il s'est permis, sous prétexte de certaines complexités, de fermer près de 100 boutiques et de virer 500 personnes. Ah oui, quand même. Et il a expliqué au mois de mai que désormais tout allait bien, que la société fonctionnait bien et que désormais il pouvait racheter d'autres entreprises. Et il a essayé d'acheter Naf, Jennifer, Petit Bateau, et il a réussi pour Chevignon. Et désormais, ce monsieur se permet de dire que finalement ça va mal et qu'il doit travailler avec Chine. Tout simplement parce que il ne fait par exemple que 6% de son chiffre d'affaires sur Internet et qu'il voudrait faire 30%. Mais je lui propose une simple chose, c'est lui s'acheter, bien sûr, un peu de moralité, mais je pense que ça va lui coûter trop cher, mais avant tout un cerveau. Parce que autour de lui, toutes les sociétés font plus que lui sur le digital. Ça montre une seule chose, c'est que en sus de son manque de moralité, il y a une vraie incompétence. Il y a eu un refus d'investir toutes ces années dans le digital. Il y a un refus de se former, un refus d'aller sur l'intelligence artificielle. Et donc la seule chose qu'il prend chez Shein, c'est le chèque. C'est le chèque et les nouvelles destructions d'emplois qu'il va apporter. Parce que travailler avec Shein, c'est faire fonctionner les usines de Chine aussi. Et donc se débarrasser de tous ses fournisseurs.
Est-ce qu'il y a un recours pour vous? Est-ce que vous allez... quel est votre recours justement pour éviter ça? Parce que pour vous, en tout cas pour l'industrie du prêt-à-porter, c'est un drame absolu. Ça veut dire qu'ils vont ratisser encore plus. On parle de, je sais plus, 12 millions de colis par jour en France de cette plateforme. C'est déjà une hécatombe pour vous. Deux types d'actions. La première, c'est déjà contre Pinky. Sachez que l'AFM elle va porter plainte contre Pinky. Parce que les 130 millions qui ont été donnés... Par quel motif? Le motif, c'est quoi? Le plan, c'est qu'il y avait une trajectoire, il y avait des conditions pour justement donner cet argent. Et que avoir pris l'argent d'un côté, n'avoir pas su gérer la société et après se vendre à Chine et donc aux Chinois, c'est une honte. Et donc, pour ces raisons, ils vont porter plainte et bien sûr, je les laisserai s'exprimer sur des points supplémentaires et juridiques. Le deuxième point, c'est que le gouvernement et l'Europe montent au fur et à mesure la pression vis-à-vis de Chine, mais aussi de Temu, de TikTok Shop et de AliExpress. On a fait voter une loi anti-fast fashion votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et désormais, elle doit être promulguée, mais on attend de la part de l'Europe un certain nombre de validations. Il faut donc faire pression sur l'Europe pour que Chine soit différenciée et qu'on ne puisse plus, par exemple, retrouver Chine sur Internet. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on est content de vous avoir donné la parole parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup. Juste un petit mot, comme ça, monsieur nous répond s'il peut. Mais Castaner, là-dedans, il n'est pas conseiller de Chine? Si. Castaner a voulu prendre en effet l'argent, donc il y a à peu près un même niveau de moralité entre le propriétaire de Pinky et monsieur Castaner. Il y a au moins ce point commun qu'ils ont pu avoir. Monsieur Castaner était là pour donner plus d'élan RSE à Chine. Alors sachez que depuis qu'il a signé avec eux, c'est un succès complet. Non seulement il y a une amende de 40 millions de l'État sur Chine, parce qu'on a montré que 57% des rabais étaient faux. Deuxièmement, l'Europe a fait une amende de 150 millions sur aussi Chine parce qu'il y avait une utilisation illégale de nos données. Donc bravo pour monsieur Kastner pour l'accompagnement qu'il a pu avoir, c'est un succès complet. Merci beaucoup Yann Rivolan, merci d'avoir été avec nous, président de la Fédération française de prêt-à-porter. Tout de suite, et si j'étais ministre? Les vraies voix Sud Radio. Si j'étais ministre de la Santé, pas moi, mais Florent qui nous appelle d'Argelès-sur-Mer. Bonsoir Yann. Ah non, c'est Yann ou Florent? Ah, c'est Florent, c'est ça. Bonsoir, c'est Florent, tout à fait. Bonsoir Florent, parce qu'il y avait marqué Yann, donc, mais Florent sur ma conduite, je ne savais plus. Alors, mon cher Florent, bienvenue sur Sud Radio. Si vous étiez ministre de la Santé, quelle serait votre première mesure? Alors, Cécile, moi, je vous parlerai pas d'économie ou de coûts, je vous parlerai de liberté. Si j'étais ministre de la Santé, j'accorderais beaucoup plus de liberté aux pharmaciens. Dans deux cas précis. Les premiers, c'est sur la délivrance des ordonnances. Aujourd'hui, on a énormément de ruptures, comme vous n'êtes pas sans savoir, sur les médicaments. Il y a au moins une ordonnance sur 2 ou 3 où il manque un médicament. Je permettrais aux pharmaciens d'avoir la possibilité de changer ces médicaments plus facilement. Aujourd'hui, quand le médicament est en rupture, on doit appeler le médecin. Et comme vous savez, il est très compliqué à joindre. Donc voilà, je réunirai le collège des médecins et des pharmaciens et je leur dirai accordez-vous sur un cadre pour donner la liberté aux pharmaciens de changer au sein d'une même classe de médicaments les molécules quand elles sont les médicaments quand elles sont en rupture. Oui, parce que ça c'est du vécu puisque vous êtes pharmacien, c'est important de le dire. Tout à fait. Oui, je suis pharmacien, oui, tout à fait. Et la deuxième liberté que je donnerais aux pharmaciens, c'est celle dans l'orientation des patients et des clients qu'on a. Moi, je suis diplômé, ça fait 6 ans d'études, je suis docteur en pharmacie. On est le seul professionnel de santé accessible directement, sans rendez-vous et sans attente quasiment. Et on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et aujourd'hui, on est un peu les pieds et les poings liés parce qu'il y a beaucoup de règles, d'obligations. Si demain, on donnait un peu plus de liberté et de responsabilité aux pharmaciens pour prendre en charge les plaies, comme on le fait aussi maintenant, on commence à le faire sur les cystites ou les angines. On peut donner des antibiotiques à la suite d'un test qu'on pratique. Mais toute l'orientation des patients qu'on pourrait faire et que ça soit un peu la porte d'entrée des patients dans la santé pour orienter vers les médecins, les urgences en cas de besoin. Mais voilà, je donnerais beaucoup plus de pouvoir entre guillemets, bien que ça soit encadré et en accord avec les médecins, pour pouvoir désenclaver un peu les urgences et les cabinets médicaux qui sont aujourd'hui débordés, quoi. Merci Florent. Est-ce que vous allez manifester, Florent?
Oui, je pars à Béziers demain. D'accord, très bien. Tout le monde va manifester à Béziers. Donc on valide Florent au ministre de la Santé, on est d'accord? Oui. Ah bon? Allez, validez. Validez, vous êtes notre nouveau ministre de la Santé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis très honoré. Voilà. Vous me conseillerez des pastilles pour maigrir, c'est un message subliminal qu'on va passer. C'est de la chirurgie esthétique qu'il faut. Ça vous coûte trop cher. Allez, vous restez avec nous dans un instant, Philippe David, vous reviendrez sur l'antisémitisme qui est en roue libre. Ah oui, à la Sorbonne. Alors là, c'est complètement surréaliste. Et tout de suite, Thomas Binet. Les incontournables de la crypto-monnaie. Allez, à tout de suite. Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Ce soir, je reçois Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et crypto-monnaie. Justement, pouvez-vous nous expliquer comment ces deux sujets sont liés ? L'intelligence artificielle, l'IA et les crypto-monnaies sont les deux avancées technologiques les plus marquantes de notre époque. Mais Bitcoin est une innovation véritable puisqu'elle permet de construire un système monétaire autonome décentralisé, ce qui était impossible avant son invention. L'IA d'aujourd'hui est plus simplement une optimisation. Elle permet d'interagir avec l'ordinateur de manière plus diversifiée, notamment en lui posant des questions en langage humain plutôt que via des commandes répertoriées. Elle est aussi générative, c'est-à-dire capable de répondre avec des contenus plus sophistiqués qui semblent provenir d'un expert humain. Alors certains disent de l'IA que c'est le cerveau numérique du 21e siècle. L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des technologies permettant à une machine de simuler certaines capacités humaines comme l'apprentissage, la prise de décision ou la création de contenu. Bitcoin est une forme d'IA appliquée à la gestion complète d'un système monétaire. Mais contrairement à l'IA générative actuelle, il vise la décentralisation. L'écueil principal de l'IA générative est précisément sa proportion à la centralisation. Mais Pierre, alors quels sont les problèmes posés par cette fameuse centralisation dont vous venez de parler ? Il y a un risque de concentration excessive, Thomas, autour d'un oligopole, comme il en existe déjà dans le numérique avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. L'économie devient alors très dépendante du bon vouloir de ces géants. Peuvent alors être tentés d'imposer leur politique tarifaire ou leur ligne éditoriale pour la création de contenu. Mais est-ce que la régulation peut nous protéger de ces dérives du coup ? Très difficilement, Thomas, pour deux raisons principales. D'abord, la compétence dans ces domaines des politiques. Ensuite, la difficulté de trouver des mesures qui ciblent les dérives potentielles des gros acteurs sans entraver le développement des petits. La compétence des politiques est généralement très faible car les gens compétents dans ces domaines très pointus trouvent des jobs beaucoup mieux rémunérés que ce qu'ils gagneraient en embrassant une carrière politique. Il y a donc comme un filtre qui favorise l'accession aux responsabilités publiques de gens peu compétents ou sans expérience réelle du numérique. Alors vous avez entendu des exemples de mesures inadéquates ou inadaptées ? Oui, par exemple le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui limite la possibilité de capturer les données auprès des utilisateurs. Vous savez, tous ces clics sur OK ou pas OK pour les cookies. Le résultat, c'est que les nouveaux acteurs européens ou émergents sont empêchés, alors que les géants américains déjà installés profitent de leur position dominante pour obtenir le consentement d'utilisateurs devenus captifs de leurs services. Ils continuent donc d'accroître leur avance sur la capture de données et confortent ainsi leur avance dans l'IA. Ces politiques ignorent probablement que les données sont le carburant du développement de l'IA. Alors, avez-vous un conseil à donner aux politiques dont vous parliez il y a un instant ? Il faudrait transformer nos faiblesses en atouts. La dépense publique en France est trop élevée, mais de ce fait, l'ampleur de la commande publique pourrait stimuler le développement des entreprises françaises innovantes. La commande publique pourrait simplement exiger une architecture décentralisée pour les systèmes informatiques de l'État et privilégier l'utilisation de logiciels libres. Par exemple, on pourrait exiger que les systèmes de paiement proposés par l'État ne se limitent pas à la carte bancaire, dominée par le duopole américain Visa Mastercard, mais intègrent désormais les crypto-monnaies. Très intéressant, Pierre. Merci pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.
Allez, vous avez envie de vous exprimer au 0826 300 300. Cette émission est faite pour vous et bien entendu, on sera ravis de vous accueillir avec Aude qui vous attend, bien sûr. Le coup de gueule de Philippe David dans un instant. L'antisémitisme en roue libre à la Sorbonne. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on vous accueille bien entendu tous les jours de 18h à 20h. Si vous voulez réagir, vous voulez débattre, vous voulez tout simplement nous dire que vous nous aimons mutuellement, et vous avez le droit. 0826 300 300. Et tout de suite, avec Philippe de Bilger et Bruno Pomar, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris. Pourquoi le 5e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve la Sorbonne et que ce qu'on a pu y lire sur un groupe WhatsApp d'étudiants rappelle, pour de bon et pas de manière exagérée pour une fois, les heures les plus noires de notre histoire. En effet, une question, les Juifs, pour ou contre, a été publiée sur une boucle WhatsApp le 24 août, une boucle dont ont été exclus tous les élèves ayant des patronymes à consonance juive le 15 septembre. Une exclusion accompagnée d'un message honteux, je cite, « Si d'autres sionistes comme ceux que j'ai déjà retirés sont présents, vous pouvez quitter, on ne veut pas de vous ici », le tout agrémenté, bien évidemment, d'un drapeau palestinien. Et en lisant ces mots, on a franchement la nausée et j'ai quelques certitudes concernant les auteurs de ces saloperies. Tout d'abord, on peut parier que ceux qui ont exclu les patronymes juifs de cette boucle sont les mêmes qui hurlent contre le fameux, je mets des guillemets, régime d'apartheid d'Israël, mais qui eux-mêmes n'hésitent pas à pratiquer l'apartheid contre les juifs. Ensuite, je mets un petit billet que ceux qui ont exclu les patronymes juifs de cette boucle sont les premiers qui hurlent « pas d'amalgame, ne stigmatisons pas » dès qu'il y a un attentat islamiste, mais qui n'ont aucun problème à faire des amalgames ou à stigmatiser les juifs en les radiant de cette boucle WhatsApp. Des étudiants français de confession juive qui pourtant n'ont pas la moindre responsabilité dans la politique menée par Israël, pas plus que l'étudiant français musulman n'est responsable des attentats islamistes. Enfin, on peut être chrétien, bouddhiste ou même musulman et être sioniste, c'est-à-dire défendre le droit à l'existence d'un État juif. Et on peut porter un nom juif et ne pas l'être, je sais de quoi je parle, ou avoir un nom juif ou avoir un nom pas juif ou avoir un nom juif et ne pas l'être, comme certaines personnes que je connais bien. Alors honte à ceux qui ont osé cette question pour ou contre les juifs. Et maintenant, place à la justice qui, je l'espère, mais j'ai des doutes, saura avoir la main lourde. Philippe Bilger. Vous rejoignez brillamment ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu de la part d'Elisabeth Lévy. Elle indiquait en effet que le prétexte du sionisme était un pur prétexte, puisqu'on ne peut pas deviner, quand on a une opinion sioniste ou non, si une personne est juive derrière. Et donc, comme par hasard, il n'y avait que des juifs qui étaient mis en cause, et c'est un scandale. C'est de l'antisémitisme débridé, tout simplement. Débridé, et on ne peut pas faire mieux. Mais on le voit partout, d'ailleurs. On l'a vu avec la Vuelta. Oui, le nombre d'étapes qui ont été perturbées. On le voit également avec l'Eurovision. Ah oui, on veut interdire l'Irlande et l'Espagne qui disent qu'elles viendront pas. Et je crois qu'il y a un amalgame total. Même le Premier ministre espagnol qui fait des déclarations comme ça, je crois qu'à un moment donné, il faut un peu de retenue, un peu de retour en arrière, essayer d'apaiser cette situation qui est intenable. Parce que, je veux dire, c'est soit on dit du mal des Palestiniens, on est islamophobe, on dit du mal des Juifs, on est antisémite. Bon, à un moment donné, je pense qu'on devrait remettre un petit peu de raison dans tout ça. Mais bon, le problème, c'est qu'on a laissé tellement glisser tout ça sur les médias, etc., que maintenant on a une haine, je dirais, des uns contre les autres, et on le voit à travers les étudiants qui sont les plus touchés par cette problématique. Non, mais ce qu'il y a de terrible, c'est que sur une boucle WhatsApp, êtes-vous pour ou contre les Juifs, a pu être publiée le 24 août, durée jusqu'au 15 septembre, et qu'au 15 septembre, on décide d'exclure les personnes ayant un patronyme juif. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Et alors, sans que personne n'alerte, parce que sans que personne n'alerte. En fait, c'est l'exclusion des étudiants ayant un patronyme juif qui a causé l'émotion. C'est l'union des étudiants juifs de France. Le problème, c'est qu'on a des services, le Pharos, le ministère intérieur, le problème, c'est qu'ils ont un sous-effectif, et des demandes comme ça. J'ai un copain qui travaille, moi, il traite 200-300 sujets par jour. Ils sont une vingtaine à faire ça. Donc à un moment donné, on passe, il y a des trous de la raquette, comme on dit, on oublie, et on voit pas ça, qui est quand même
un vrai sujet, quoi. Merci beaucoup Philippe, en tout cas à retrouver sur les réseaux sociaux et bien entendu que vous pouvez commenter en podcast, bien entendu. Vous pouvez aussi répondre à cette question, les commerçants sont-ils les grands perdants de la mobilisation, puisque l'inquiétude grandit chez les commerçants qui anticipent l'impact négatif de la mobilisation. Et je crois que à la question du jour, Philippe, la réponse est quand même franche, puisque vous dites oui à 77%, ce qui fait quand même une grosse majorité, que les commerçants, c'est les grands perdants de ces mobilisations. Vous êtes commerçant, venez témoigner au 0826 300 300. On vous attend, on est là jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Les vraies voix, mais est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Ça, c'est autre chose. Donc venez nous le dire au 0826 300 300 avec Philippe Bilger autour de cette table ce soir, Bruno Pomar que vous connaissez bien aussi, et Philippe David, bien entendu, notre co-animateur favori. Et puis vous au 0826 300 300, et on va revenir sur l'inquiétude qui grandit chez les commerçants et qui anticipe l'impact négatif de la mobilisation, Philippe. Oui, est-ce que vous comprenez la peur des commerçants, puisque quand il y a des mobilisations, ils sont souvent obligés de fermer la boutique pour ne pas avoir de dégâts et évidemment ont une perte de chiffre d'affaires. Et à cette question, les commerçants sont-ils les grands perdants des mobilisations? Vous dites encore et toujours oui à 77%, vous voulez réagir? Vous êtes commerçant, restaurateur, venez témoigner au 0826 300 300. À vendre, liquidation totale avant fermeture, 100% déstockage, tout doit disparaître. Voici ce que l'on peut lire en lettres capitales sur les vitrines de nos commerces, pourtant si incontournables pour la vitalité de nos centres-villes. Le beurre, l'électricité, le fioul, tout. Là, depuis le mois de septembre, avec ma boulangerie, je peux même plus prendre de salaire. Je ne suis pas favorable à ce qu'on décale ad vitam aeternam le remboursement des PGE. Je pense que ça n'est pas rendre service aux entreprises que d'étendre systématiquement la durée ou la maturité des prêts. Les commerçants ont le sentiment d'être délaissés, une lame de fond qui atteint son paroxysme dans les villes où le chômage persiste et où les locaux sont vacants. Les vraies voix Sud Radio. Et le préfet appelle les commerçants à fermer leurs boutiques et les invite à mettre en place des protections de leurs devantures. On a l'impression d'être revenu quelques années de précédents avec les gilets jaunes. Vous avez raison, Cécile. Il y a quelque chose d'un peu désespérant dans le climat français. Ça fait des années qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, on déplore avec sincérité et conviction les mots qui vont accabler trop souvent les commerçants, avec d'autres bien sûr, pas seulement eux, mais on a cette impression que après avoir regretté ce qui allait se produire, on ne parvient pas réellement à mettre en œuvre des opérations de protection et de sauvegarde. On fait ce qu'on peut, mais ça, c'est profondément dégradant pour notre tranquillité publique et ces malheureux commerçants qui probablement pâtiront, comme d'habitude, malgré un bon ministre de l'Intérieur, de ce qu'ils subissent régulièrement. Alors, il y a quand même une question qui se pose. Parce que pourquoi les manifestations ont toujours lieu aux mêmes endroits? Vous savez, c'était Coluche dans un de ses sketchs qui disait, vous savez pourquoi les manifestations ont toutes lieu entre la République et la Bastille? Ils vont pas les faire entre l'Étoile et le Met, c'est là qu'ils habitent. C'est-à-dire, on va dans les quartiers des prolos. Alors maintenant, c'est plus des quartiers de prolos, c'était vrai il y a 50 ans, parce que c'était les gens des quartiers riches qui allaient manifester. C'est historique. Mais pourquoi est-ce que on changerait pas, dire par exemple cette semaine, les manifs c'est dans tel arrondissement et tel arrondissement, la semaine d'après, c'est tel arrondissement, et pareil dans les grandes villes. Une grande ville comme Toulouse, vous pouvez manifester une fois au centre-ville, on dit une autre fois, allez, vous allez manifester sur les bords du canal du Midi, aux confins du périphérique. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Ça me semblerait être une mesure de bon sens, comme ça, ce ne seraient pas toujours les mêmes qui seraient pénalisés. Oui, et je serais toujours étonné de me demander si les prix, en tout cas, des commerces, les loyers, sont en adéquation avec ces problèmes-là. Parce que j'imagine qu'à force de manifestations, et entre autres, ça et plein d'autres choses, est-ce que le foncier est moins cher? C'est sûr, mais encore une fois, moi j'avais une idée, je l'avais dit chez vous, périphérique, pourquoi on ne met pas les manifs sur le périphérique? Non, ça roule déjà suffisamment mal. Non, surtout pas. Non, mais au moins c'est cadré. République, nation, Bastille, c'est toujours l'axe. Alors c'est historique aussi. Bref, c'est les fiefs historiques des syndicalismes. Mais encore une fois, alors il faut savoir quand même,
que nos policiers, c'est-à-dire les équipes de garde mobile, de CRS, etc., sont là pour tenter, parce que c'est pas évident, ça va tellement vite avec les casseurs, de protéger évidemment les commerces. On a même les équipes de la Brave qui viennent en soutien, les compagnies d'intervention qui viennent en soutien, mais malheureusement, comme on dit, il y a des trous dans la raquette, et à chaque fois, évidemment, on trouve malheureusement des banques qui sont attaquées, attendez, des restaurants qui sont attaqués. Il n'y a pas que les casseurs, c'est-à-dire que quand vous avez une manifestation, que vous avez 100 000 personnes devant chez vous, les gens ne s'arrêtent pas pour boire des cafés, ni pour aller au restaurant, donc c'est de toute façon des pertes de chiffre d'affaires. Et ça n'a rien à voir avec les casseurs. Oui, non, mais il y a la casse, et puis il y a le chiffre d'affaires qui est colossal. Je pense qu'on perd plusieurs milliards sur une journée comme ça. Bien sûr. Non, mais une mesure de bon sens. Pourquoi il y a des grandes avenues, dont je connais pas mal de villes de France, où on peut manifester, où c'est droit, où il n'y a aucun problème. En plus, c'est plus facile pour sécuriser. C'est très accessible par les transports en commun. Et il n'y a pas de commerce ou très peu de commerce. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Il y a des avenues dans Paris, vous prenez dans les arrondissements ouest, alors je vais pas me faire que des amis, mais par exemple, vous prenez l'avenue de Versailles, il n'y a pas tant de commerce que ça, le boulevard Exelmans, bon, il est en courbe. Vaugirard, c'est la plus longue. Vaugirard, c'est la plus longue, mais il y a beaucoup de commerce à Vaugirard. C'est ça. Exelmans, c'est pas mal. Mais l'exelmans, mais il n'y a pas, vous prenez à Toulouse, pour les auditeurs toulousains, les allées de Barcelone, c'est le long du canal du Midi, il n'y a pratiquement pas de commerce, vous êtes en ligne droite, on peut sécuriser très facilement. Il n'y a pas qu'à Paris, les amis. Il y a beaucoup en région. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pris Toulouse, par exemple, comme exemple. Généralement, les itinéraires sont demandés par les syndicats, l'organisateur. Voilà. Après, on n'est pas obligé de dire oui, excusez-moi. Pardon ? La préfecture n'est pas obligée de dire oui, elle peut dire non, maintenant on va changer, ça va être à tel endroit. On pourrait poser la question à Laurent Nunez d'ailleurs, pourquoi pas. Je pense qu'il l'avait dit, mais j'ai plus souvenir. Mais effectivement, on peut se poser la question de choisir de temps à autre au moins des itinéraires différents. Alors est-ce que c'est le fait qu'ils maîtrisent totalement l'espace en matière de sécurisation, etc. Je sais pas, j'imagine potentiellement qu'il y a quelque chose derrière ça. Oui, mais il faut trouver des solutions, parce que c'est vrai que là, les commerçants, entre l'électricité, entre... les PGE, entre comment ça s'appelle, le Covid, où quand même beaucoup ont perdu pas mal de clientèle, parce que les gens ont beaucoup acheté sur Internet. Les week-ends... Et continuent à acheter sur Internet. Et continuent malheureusement à acheter sur Internet. Et il y a eu beaucoup de week-ends avec des mouvements des Gilets jaunes à l'époque, même si c'est un peu ancien, qui les ont pénalisés. Aujourd'hui, on se demande comment certains arrivent à ne pas mettre la clé sous la porte. Parce que c'est quand même une question qui se pose. Celui cette semaine qu'on a eu au téléphone, qui a mis la clé sous la porte à cause des travaux de la ville, qui a fini par mettre la clé sous la porte. Et c'était à Paris. Qui a perdu 350 000 euros. Il faut remettre de l'ordre dans ce pays, de l'autorité, du cadre. Et après, Bruno Pomar, tout le monde dit ça, mais c'est bien, on est tous, on fait tous le même constat. Mais c'est quoi la solution? Visiblement, tout le monde et personne n'a la solution. C'est ça le truc. La solution, ce serait d'être beaucoup plus sévère et de permettre aux forces de l'ordre d'aller au bout de ce que la loi leur autorise. Au fond, on l'a déjà dit, Bruno, on est dans une répression qui n'ose jamais aller au bout, et donc ça laisse libre cours à ces casseurs. Même si la répression est quand même beaucoup plus dure qu'elle ne l'était, moi j'ai connu dans les manifs qu'avant. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a cette espèce de retenue qu'on nos forces de l'ordre, moi les copains me le disent. Il y aurait des épisodes qui seraient malheureux. On peut être sûr que la démagogie imputerait la faute à la police. Mais vous avez raison, parce que vous savez, moi, combien de fois j'ai discuté avec des copains des compagnies d'intervention, des Braves, etc., qui me disent, si demain on nous laisse libre cours aux équipes là je peux vous assurer qu'ils leur donnent le compte correctement, et à mon avis ils ne reviendront pas. En même temps, on est en démocratie, ils sont fonctionnaires de l'État, et on doit avoir aussi un comportement, même si parfois le comportement est un peu excessif. Mais voilà, c'est tout. C'est parce qu'encore une fois on a une retenue. Est-ce que l'État parfois a mais c'est bien aussi d'avoir une retenue. C'est possible, et on sait surtout que derrière, encore une fois, on a une extrême gauche qui est derrière à talonner et à nous bétonner derrière sur les médias. Là on parle de ceux qui font mal, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines de gens qui se mobilisent et qui défilent en tout cas c'est un droit constitutionnel, il faut le rappeler quand même. Et c'est bien de leur rendre hommage. Allez, merci. Tout de suite la France vue du haut plutôt que d'ailleurs. Les vraies voix Sud Radio. Et on a envie de vous parler de cette information puisqu'un missile américain frappe un ovni et ricoche au large du Yémen. Et après une nouvelle audition sur les ovnis au Congrès américain le 9 septembre dernier, la France s'interroge à son tour.
Loin de la science-fiction, le phénomène et ses applications pour la sécurité nationale sont désormais sur la table. Donc on a envie d'en savoir un petit peu plus parce que je ne sais pas si c'est comme moi, les ovnis, ça nous fascine. Ah oui. En tout cas, les objets volants non identifiés. François Démier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et co-auteur de Contact et OVNI, l'enquête aux éditions Télémac. 25 experts qui témoignent aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu ces histoires, parce que c'est vrai que jusqu'ici ça avait été enfoui pendant des années. Alors même si on en parle dans les services spécialisés, c'est vrai que là, l'OVNI reviennent un peu à la charge. Bah déjà, il faut savoir qu'en France, on était quand même les premiers à la fin des années 90, puisqu'il y a un rapport qui a été fait sur le sujet, qui s'appelle le rapport Cometa, qui avait été remis à Lionel Jospin. Malheureusement, ce rapport a disparu et on n'en a plus jamais entendu reparler. Et pourtant, la France, on était les premiers. Et aujourd'hui, le problème, c'est que dès qu'on aborde ce sujet, à part ce soir sur Sud Radio, c'est un sujet dont, en France, on rigole beaucoup. À chaque fois qu'il y a un passage sur le sujet dans les médias français, on passe la musique d'X-Files et tout le monde autour de la table rigole. Alors aujourd'hui, les choses avancent petit à petit. Le but du livre que j'ai coécrit avec Mathias Leboeuf, c'est pas d'apporter une solution, parce qu'on n'est pas dans un monde de croyances, parce que dans le problème des ovnis, c'est comme le monde d'aujourd'hui, vous êtes pour ou vous êtes contre. Le sujet, pour l'instant, est très encore méconnu. Alors qu'il n'y a pas à être pour ou contre, c'est comme ça. Ça existe ou ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances. Alors ce que l'on sait, tout vient des États-Unis. Ça a démarré en 2017 avec une histoire un peu au Watergate, à la Deep Throat. C'est Louise Elizondo qui était responsable d'une officine qui visiblement s'occupait des ovnis et qui a remis des vidéos à un ancien secrétaire d'État qui avait travaillé avec Clinton et avec Obama. D'accord. Et donc ils sont vus dans un souterrain, dans un garage. Il lui a remis des vidéos et ces fameuses vidéos sont ressorties donc en 2017 dans le New York Times. Et c'est à partir de là que tout est parti, donc de savoir si ces vidéos étaient vraies ou fausses. Finalement, le gouvernement américain a reconnu que ces vidéos étaient réelles, qu'elles avaient été prises par des pilotes. Des pilotes ont témoigné sur des chaînes américaines, sur CNN, sur 60 News. Donc on a commencé à en parler aux États-Unis, mais malheureusement à chaque fois on était bloqué parce qu'il y avait toujours ce manque de preuves. Même si des pilotes qui ont à la fin de leur carrière ont parlé. Donc pour l'instant ces vidéos existent, elles ont été identifiées, on ne sait pas ce que c'est, puisqu'on voit des engins qui ont des vitesses fabuleuses, des choses qui sont en dehors de notre physique. C'est-à-dire que la physique aujourd'hui ne peut pas comprendre ces phénomènes. D'accord. Alors, pour l'instant... visiblement, il y a eu 9 cas en France d'ovnis qui ont été recensés, et 4 d'entre eux ont pu être expliqués, mais pas les autres, c'est ça, hein? Oui, en gros, c'est le GEPAN qui existe depuis les années 70, donc ça dépend du CNES, c'est à Toulouse, donc c'est un petit groupe qui dépend du CNES et je sais qu'à peu près il y a 3% à peu près de phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. Il y a eu, la France commence à en parler puisque au mois de mars dernier, il y a un grand forum qui s'est passé à l'école militaire, un forum international, et il y avait une conférence autour de ces sujets-là, et différents officiels français ont pu s'exprimer, mais malheureusement, du côté des militaires, pour l'instant, ils ne disent rien, quoi. À part le GEPAN qui dit qu'il y a 3% des phénomènes qui ne sont pas expliqués, quoi. Mais il s'agit bien de ne pas être pour ou contre, mais moi je faisais partie de ceux qui considéraient que c'était le résultat d'une imagination. À votre avis, ce phénomène est suffisamment sérieux et plausible pour qu'on y croie absolument ? Tout à fait, puisque c'est le Congrès américain qui a fait, il y a eu d'ailleurs une réunion il n'y a pas longtemps, qui a eu plusieurs réunions. Il y a des gens, des services secrets comme David Grush ou Louis Elizondo qui ont témoigné sous serment. Vous savez qu'aux États-Unis, sous serment, c'est sérieux. C'est-à-dire que si vous mentez, c'est 5 ans de prison. Donc là-bas, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Et justement, ils n'ont pas pu aller loin. Il y a vraiment deux clans aux États-Unis qui se battent. Il y a d'ailleurs même Trump a dit qu'il allait dévoiler ce genre de secret, aussi bien que sur l'affaire Kennedy ou d'autres affaires. Malheureusement, visiblement, même le président des États-Unis ne peut pas tout dévoiler. Ah oui. Donc, c'est dingue. C'est fou. Moi, ça me passionne. Je pourrais l'écouter pendant des heures. C'est terrible. C'est passionnant. J'ai une question très courte.
La Voie lactée, c'est quand même gigantesque. Le système solaire, on sait qu'il n'est pas habité. On aurait une idée d'où pourraient venir les ovnis, très court, en 30 secondes. Du 24 du Vaugirard, alors. Allez-y. Oui. Le problème, justement, ce sont les problèmes des distances. Oui. Il y a des nouveaux moyens de distance, il y a des choses qui ont été travaillées. Ben justement, on peut en parler avec ce qui se passe avec la Russie, qui a des nouveaux missiles qui sont hypersoniques. Donc, il y a, ça s'appelle la NHD, qui a été développée en France par Jean-Pierre Petit, qui est un petit peu connu. Donc, ce genre de système existe. Donc, on peut tordre le temps, si vous voulez. Oui. Donc ça, ce serait difficile à expliquer parce que je suis pas scientifique, mais ces phénomènes existent. Il y a des passages dans l'univers. Évidemment que aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, j'avais rencontré plusieurs fois les frères Bogdanov. Leur rêve, c'était le fameux web. On est très en retard. Et donc là, on va vraiment savoir, grâce à ce satellite, à ce télescope, on va vraiment connaître des choses très très. On va avoir des informations. Merci beaucoup, François Démier, de nous avoir fait rêver, journaliste et co-auteur de Contact et OVNI, l'enquête aux éditions Télémac. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Magali Berda. Comment ça va, Magali? Bonsoir. Enfin, dans un instant, à 20h plutôt. Vous êtes tellement belle, Cécile, et jeune. Un an de plus, mais 10 ans de moins. Ah, c'est gentil. Et nous, rien pour nous. Non, on a les Cécile. Ça fait on a les vous retourner le compliment. Féministe, là, me gêne un peu. Mais bon. Les amis, y aura-t-il des ovnis chez vous ce soir? Alors, il va y avoir un débat super mouvementé comme hier soir. D'ailleurs, hier soir, c'était extraordinaire. Ça a passionné. Voilà, on vit pas dans la même France ce soir. On reçoit Varuekos, un influenceur spécialisé en télé-réalité qui a plus de 600 000 abonnés sur toutes ces plateformes. Pas mal. Qui va débattre avec Guilhem Carion qui est vice-président de l'Union des droites pour la République. Et la question du débat, c'est: la France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? Ah, très bien. On en parle dans un instant. Merci beaucoup, Bruno Pomar. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler de Made in France. Enfin, du positif. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins. Dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.